Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FlashMath pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au décrochage scolaire. Comment repérer des signaux faibles, on appelle ça, donc c'est-à-dire des petits signaux avant-coureurs pour qui nous met sur la voie d'un décrochage scolaire pour notre enfant. Voilà. Pourquoi? Parce que ce décrochage ne commence jamais du jour au lendemain. C'est vraiment un processus progressif et plus on le traite tôt, et plus on va régler ce décrochage très rapidement avant qu'il s'installe. Voilà. Donc, on va essayer de voir en tant que parent ou en tant que professionnel, donc en tant que professeur, comment on peut déceler ce début de décrochage scolaire et comment arriver à faire la différence euh, grâce à une vigilance bienveillante de nous tous. Alors, déjà, il y a des signaux d'alerte, ça il faut le savoir, qu'il ne faut pas ignorer, souvent en lien avec le comportement de l'enfant, son attitude par rapport à sa scolarité, l'engagement de l'élève par rapport à sa scolarité. Tout ça, vont être des petits changements que c'est des petits changements qui va être réalisés par l'enfant par rapport à tout ça. Et du coup, nous, on va arriver à trouver et à se dire, ah ben là, il y a peut-être un souci, ça veut dire potentiellement qu'il va y avoir un décrochage scolaire, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Alors déjà, avant d'améliorer les choses, quels sont ces signaux? Alors, j'ai essayé de centrer sur 4 piliers de décrochage. Donc les absences répétées, la fatigue persistante, le désintérêt progressif et l'isolement social. Alors, qu'est-ce que j'entends par absence répétée? Mais du coup, on va avoir des retards fréquents le matin. Alors là, j'entends, comment dire, cette phrase-là va donner écho sans doute aux professeurs qui vont accueillir ces enfants. Donc des retards fréquents le matin qui n'est pas lié au bus scolaire ou à des retards de la famille. Des absences qui sont justifiées par des maux de ventre récurrents. Donc là, on est d'accord que là, tout ça, je vais parler aussi bien pour des professeurs que pour des parents. Donc là, je pense que les parents le comprennent. S'il y a des maux de ventre récurrents et que du coup, tout a été fait au niveau médical pour voir s'il y avait un souci ou pas, ça peut être lié à un stress ou à une somatisation pour ben, c'est un lien, hein. Donc c'est ce stress qui somatise justement et derrière on a ces bons de ventre qui arrivent. Donc là en fait, ça souvent ça peut être lié justement à une peur d'aller à l'école, pas forcément en lien avec du harcèlement, mais potentiellement sur ce décrochage scolaire parce qu'il n'y a pas l'envie du tout. Des demandes répétées de rester à la maison, donc c'est lié. Voilà. Et donc, ces absences, ces retards, même ponctuels, hein, même si ça arrive une fois chaque semaine, une fois chaque 2 semaines, une fois chaque 3 semaines, ça peut être un signalement d'un malaise plus profond face à l'environnement scolaire. Donc là, pour moi, il faut vraiment traiter 2 choses, voir s'il n'y a pas un harcèlement que notre enfant ne nous a pas dit, ou voir si c'est plus profond, mais vous allez voir qu'il y a d'autres signaux qui va donner une piste supplémentaire, mais voir si c'est pas un lien avec les matières scolaires, ce désintérêt. Deuxième pilier, la fatigue persistante. Donc, une apathie quand on se lève, une grosse fatigue au réveil, des difficultés à se concentrer, un sommeil perturbé. euh, cette fatigue en fait régulière. Alors, on a une grosse fatigue dans l'adolescence parce que clairement il y a des modifications physiques et mentales et neurologiques qui arrivent du coup à l'adolescence, donc ok très bien, mais si c'est une fatigue extrême, euh, cette fatigue-là, c'est pas toujours lié à une question d'horaire, parce que on entend souvent des professeurs ou des parents qui disent
Oui, mais je me demande si c'est pas parce qu'il se couche trop tard. Alors, on peut le coucher à 8 heures ou à 9 heures, à 20 heures ou à 21 heures le soir et se réveiller à 6h30, 7 heures ou 8 heures en ayant fait, euh, d'après ce qu'on pense, une bonne nuit et pourtant être dans une grosse fatigue parce que sommeil perturbé, ou voilà, un sommeil perturbé ou un stress énorme qui fatigue en fait, voilà. Donc là, voilà, ça va révéler un stress anxieux ou un découragement face aux apprentissages. Et ça, tout ça, donc ce stress anxieux peut être en lien avec le harcèlement aussi, ou peut être en lien avec ce découragement. Donc ça, c'est pour ça que ces signaux, il faut les repérer. Un autre pilier, c'est le désintérêt progressif. On a des devoirs bâclés, le carnet de correspondance non signé, les phrases du style «à quoi ça sert?» qui reviennent. Alors, si c'est dit une fois, c'est pas grave, mais qui reviennent régulièrement. Là, par contre, c'est pas un signalement d'harcèlement, c'est vraiment un signalement d'un gros désintérêt sur sa scolarité, sur les apprentissages. Euh, et surtout, si c'est encore pire si l'enfant aimait apprendre dès le départ à l'école et que on arrive à ça au bout d'un certain temps, c'est-à-dire ce devoir bâclé, etc. Donc là, ça veut dire qu'il y a un désintéressement de l'école qui se crée petit à petit, et donc avant que ça soit trop tard, il va falloir faire quelque chose avant qu'il y ait ce décrochage scolaire. Et après, il y a l'isolement social, le retrait des groupes d'amis, le refus des activités extrascolaires, les pauses déjeuner qui sont passées seules. Et ça, cet isolement à l'école, mais c'est souvent le reflet d'une souffrance qui trouve pas les mots pour s'exprimer. Alors ça peut être aussi bien du harcèlement comme aussi de ne pas se trouver sa place à l'école par rapport aux apprentissages, par rapport à tout ça. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, que ça soit l'un ou l'autre, il faut s'en occuper pour le bien-être de notre enfant, ça c'est sûr. Les mots qui ne trompent pas sur cette souffrance en lien soit avec le harcèlement, soit en lien avec le désintérêt de l'apprentissage, mais dans tous les cas, il y aura un décrochage scolaire. C'est les phrases «de toute façon, ça sert à rien», «je suis nul, j'y arriverai jamais», «personne ne m'aime là-bas», «j'en ai marre de tout». Voilà, des choses de ce style-là, voilà, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc vraiment, ces expressions ne sont pas de simples moments de découragement passager. Il faut pas les traiter comme ça, vraiment. Alors même si ça peut être le cas, hein, mais ça peut s'installer énormément et donc il faut les traiter assez rapidement. Mais parce que là, on commence à avoir une perte de sens et un sentiment d'échec qui peut vraiment conduire progressivement au décrochage. Donc voilà, il faut traiter tout ça. Donc, le mot-clé, c'est de parler avant que la situation ne s'enlise. Le dialogue, ça va être l'outil le plus précieux que vous allez avoir. Il n'y a pas 10 000 choses à faire. Il y a le dialogue et avertir des personnes, des professionnels notamment à l'école, qui vont pouvoir vous aider pour avoir cette coéducation, hein. On est d'accord que moi, je travaille sur cette parentalité et coéducation, et pour que ensemble, tous ensemble, on arrive euh, à ce que notre enfant, enfin que l'enfant ou l'élève, du coup, selon de quel point de vue on se place, mais du coup, aille mieux. Et du coup, ça va être un cercle vertueux pour cet élève qui va réussir et du coup qui va être positif en classe, positif dans la famille, et voilà. Maintenant, comment initier, c'est là où c'est toujours un peu compliqué, comment initier un dialogue à chaud comme ça, sans le braquer, sans le juger, sans minimiser ce qu'il vit, parce que on a tendance à minimiser en disant oui mais c'est pas grave, et pas on se dit pas oui mais c'est pas grave pour pour dire à notre enfant que c'est bon, il exagère. C'est souvent pour dire euh, oui, c'est pas grave, comme ça au moins toi tu vois que ce n'est pas grave et tu vas mieux. Donc c'est vraiment, ça part d'une bonne intention, mais en fait, de minimiser, ça va le braquer ou ça va la braquer, et on va couper, on va avoir une rupture de dialogue à cause de ça.
Donc là, la clé, ça va être vraiment de créer un espace de parole sécurisant où notre enfant ou adolescent va se sentir écouté et compris. Et donc après, on va remédier à certaines situations. Alors, quelles sont les étapes d'un dialogue constructif? Déjà, bon, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais il vaut mieux que trop que pas assez. C'est une écoute vraiment. C'est-à-dire accorder toute son attention. Donc le téléphone pas dans les mains, pas de distraction avec la télé en fond, la radio en fond, des choses comme ça. Vraiment écouter avec attention. Ça ne veut pas dire écouter et se mettre autour d'une table et faire un genre de table ronde. Non, c'est pas ça parce que ça peut stresser. Mais en tout cas, même si c'est sur le canapé, même si on est debout, même si on est assis, en tailleur, peu importe, on écoute. En fait, on écoute avec attention et on laisse son enfant terminer toutes ses phrases, on ne le coupe pas, même s'il y a des silences longs, c'est pas grave. Ces silences-là vont permettre de réfléchir l'enfant beaucoup plus. Alors après, si c'est des silences où votre enfant attend que vous disiez quelque chose, bon, bien sûr, mais si c'est des silences parce que du coup il trouve pas ses mots, il réfléchit, il est émotionnellement touché, mais du coup, il a besoin de ces temps. Il faut pas que vous engouffriez sur ces temps de silence pour parler. Voilà. Donc vraiment, cette écoute, ça active, donc ça va créer une confiance, la confiance de votre enfant. Ça marche aussi pour les professionnels, pour les professeurs quand ils vont entendre une situation. Je sais que par contre, en tant que professeur, on n'a pas toujours le temps d'écouter pendant une demi-heure un enfant parce que on a d'autres enfants, on a une vingtaine ou trentaine d'enfants à s'occuper, on a le travail, etc. Donc je sais que c'est pas évident. Mais en tout cas, si on a ce peu de temps, je demande pas que on écoute pendant une demi-heure. Des fois, une écoute de 5-10 minutes, ça suffit amplement en fait. Hein. Voilà. Donc, accueillir l'émotion, valider ce qu'il ressent plutôt que de chercher des solutions, vraiment, ou de minimiser. Comme je disais, mais non, c'est pas si grave. Voilà. Plutôt dire je comprends que tu te sentes découragé, je comprends que tu ressens ça, je comprends le leitmotiv de «je comprends que» ou «je comprends ce que tu ressens», c'est très bien. Parce que ça va ouvrir, des portes. Du coup, c'est-à-dire que votre enfant va se livrer davantage, il va y avoir beaucoup plus de confiance, là-dessus parce qu'il y aura l'accueil de son émotion. Et après, on pose des questions ouvertes. Plutôt, on va dire, enfin, il vaut mieux dire comment te sens-tu en cours de mathématiques ou comment ça s'est passé la journée, comment ça s'est passé cette heure-là, qu'il y a eu des difficultés pour toi, est-ce que tu t'es senti en difficulté, voilà, des choses comme ça, des questions ouvertes où il va y avoir une argumentation de notre enfant, plutôt que tu as eu une mauvaise note? Oui, non, en fait. Et du coup, là, ça coupe le dialogue. On sait que ça va être en lien avec les notes et pas sur les progrès potentiels que va avoir notre enfant. Donc là, par exemple, il sera mieux, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de dire, euh, est-ce que tu as pu euh, plutôt, en mathématiques, comment s'est passé ton contrôle? Tu as pu faire tel ou tel effort? C'était quoi les efforts que tu as fait? Et donc là, on est sur un réel dialogue plus et de valoriser cet effort, en dire: «Ah, ben c'est bien, tu vois, tu as fait ces efforts. Ben on verra la note, ce que tu as eu, mais je suis fier de toi ou je suis content parce que tu as fait ces efforts-là. Et si la note, ne correspond pas à tes attentes et pas à nos attentes, nous, en tant que parents, à tes attentes, ben on va essayer de voir comment on va pouvoir remédier à ça, on en rediscutera, on va essayer de trouver un plan d'action. Là, l'élève est acteur, vous êtes accompagnant, bienveillant, tuteur là-dessus pour l'accompagner à être dans l'autonomie et on est dans un bon cercle vertueux. Et donc, quatrième étape, donc chercher ensemble des solutions. Voilà, mais chercher ensemble. Euh, pas de dire oui mais je pense qu'il faut que tu fasses ça parce que ça ira mieux parce que moi je sais voilà non plutôt qu'est-ce qui pourrait t'aider
pour, pour, avoir un peu plus confiance en mathématiques ou pour, te sentir légitime en cours ou, pour, savoir le à quoi ça sert ou, pour éviter de se dire qu'on se sent nul, voilà. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et donc là, on réfléchit ensemble et on le rend acteur ou actrice de son changement plutôt que simple spectateur qui attend que, l la solution vienne du tout cuit. Parce que les solutions sont associées ou liées du coup à notre enfant. Il y a des solutions qui marchent sur certains enfants et d'autres non. Donc du coup, il faut que lui ou elle soit acteur ou actrice de tout ça. Donc vraiment le conseil d'or, c'est d'écouter avant de contredire. Voilà, plutôt, quand votre enfant dit: «Ça sert à rien les maths, ça sert à rien le français, ça sert à rien tout ça», plutôt que de contredire et de trouver des arguments rationnels, en disant: «Mais si, ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça», heu il faut accueillir cette phrase parce que cette phrase exprime surtout une émotion, pas une conviction intellectuelle. Donc, avant de défendre l'utilité de l'école, l'utilité de cette matière, on va prendre un temps pour la comprendre ce qui se cache derrière le ça sert à rien. Euh, Plutôt de dire, de voilà, de trouver des arguments, plutôt dire mais qu'est-ce qui te fait dire ça aujourd'hui? Ou tu penses à quelque chose en particulier. Et là, on va avoir notre enfant qui va dire: «Oui, mais je pense plutôt, aux mathématiques là en ce moment et alors qu'est-ce qui te fait dire ça aujourd'hui, sur les mathématiques?» Ben là, parce que du coup, je comprends pas. Ah, je comprends pas veut c'est pas forcément lié à du ça sert à rien. Alors tu comprends pas pourquoi et on traite heu j'y arrive pas, je me démotive parce que j'y arrive pas, ça m'énerve parce que j'essaye de faire des efforts, j'ai l'impression de faire des efforts, et donc du coup, j'ai l'impression de faire des efforts, mais que ça paye pas, on se dit, ah, mais pourquoi ça paye pas? On réfléchit ensemble, on change de manœuvre, et etc. Et là, c'est constructif. Voilà. Et ça va être important de comprendre. Alors ça peut être aussi une relation difficile avec un enseignant ou et donc ça, du coup, il faut qu'on en parle. On peut prendre rendez-vous avec cet enseignant, voir justement que et faire et montrer que du coup cet enseignant est bienveillant et que du coup il y a eu un malentendu, un quiproquo et finalement on redonne un souffle du coup à cette relation élève professeur. Donc voilà, donc ça c'est quand même il y a plein de possibilités à faire. Et donc cette écoute sans jugement ou sans contradiction ou sans contredire, vraiment ça transforme un moment de crise en opportunité de dialogue et c'est là où on a de véritables solutions vraiment. Qui on peut contacter en aide. Parce que du coup, il faut pas que vous vous sentiez seul non plus ou que vous soyez seul, là-dessus. La priorité, c'est l'établissement scolaire. Dans l'établissement scolaire, on a plusieurs acteurs et actrices, qui vont pouvoir vous aider. Alors, il y a le ou la professeur principal. Ça, pour moi, je pense que c'est vraiment le premier interlocuteur ou interlocutrice à privilégier. Pourquoi? Parce que, le professeur principal a en charge une classe et il connaît beaucoup mieux cet élève que les autres il connaît plus les élèves de sa classe où il est professeur principal que les autres élèves. Donc, il connaît aussi, il a le retour des autres professeurs par rapport aux élèves qu'il y a dans sa classe. Et donc, il connaît cet enfant, donc il connaît votre enfant, dans le contexte de la classe. Et il peut faire le lien avec toute cette équipe pédagogique. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment contacter en premier, quand vous voyez des signes de décrochage, le professeur ou la professeure principale. Il peut y avoir donc le professeur principal ou la professeure principale va échanger avec cet élève. Ça peut être des contacts, comme je l'ai dit, avec l'équipe pédagogique. Ça peut être des contacts, quand je parle d'équipe pédagogique, c'est dans un sens large, c'est-à-dire le ou la CPE aussi, l'infirmière ou l'infirmier scolaire et le ou la psychologue de l'éducation nationale, donc on appelle le PsyEN. Voilà, donc qui vont jouer des rôles différents, dans tout ça, mais qui vont être complémentaires et qui va permettre de cerner cet enfant-là pour que justement on l'accompagne au mieux et pour que ça se désamorce ce problème de décrochage scolaire.
Donc, le ou la CPE, qu'est-ce qu'elle va réaliser ou qu'est-ce qu'il va réaliser? Ben, lui ou elle va être responsable de ce suivi éducatif et de la vie scolaire. Donc, il peut mettre en place un accompagnement personnalisé hors temps scolaire ou même selon les prérogatives que va faire le ou la CPE, ça dépend des établissements scolaires, du coup, ce que peut faire, voilà, ce ou cette CPE. Mais ça, on va avoir un accompagnement vraiment personnalisé, on va gérer les absences, on va mobiliser toute l'équipe vie scolaire avec tous les AED pour être plus vigilant, pour avoir un dialogue autre que parents-enfants ou professeurs-élèves, mais aussi AED qui sont souvent un peu plus proches des élèves avec l'élève concerné. Donc ça peut être en ayant comme ça plus d'interlocuteurs. L'infirmière scolaire, donc ça, c'est souvent pour régler ces problèmes liés à la santé, au sommeil, à l'anxiété. Voilà, elle peut ou il peut orienter vers des professionnels de santé extérieurs et assurer un suivi médical au sein de l'école pour arriver à trouver comment on peut pouvoir régler ce problème de sommeil euh, tout en comment dire, tout en faisant un travail avec le ou la professeure principale et le ou la CPE sur l'anxiété. Parce que du coup, de travailler les deux ensemble, c'est très bien. Parce que l'un et l'autre vont se nourrir, c'est-à-dire que plus on aura de problèmes de sommeil, plus on se sentira mal, plus il y aura d'anxiété, mais plus il y aura d'anxiété, plus il y aura de manque de sommeil. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, et donc c'est pour ça qu'il faut traiter les deux directement en même temps. Après, il y a le ou la psychologue de l'éducation nationale, PsyEN, où il ou elle est spécialiste de l'orientation et du soutien psychologique. Donc là, on va pouvoir évaluer les difficultés scolaires, les difficultés psychologiques que peut avoir l'enfant et proposer un accompagnement euh, psychologique et orienté vers des structures adaptées. Mais tout ça, si on met en branle tout ça, vraiment, on va arriver à cerner notre enfant et derrière, on va remédier énormément aux problèmes et bien en amont. Voilà. Donc, vraiment ne pas hésiter à solliciter ces professionnels qui sont là, c'est leur mission d'accompagner les élèves et les familles dans ces moments difficiles notamment. Voilà. Donc, agir tôt, c'est vraiment offrir plus de chances. Ce décrochage scolaire n'est pas une fatalité, mais si le décrochage scolaire arrive en sixième et qu'on le traite en troisième, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le désancrer, ce décrochage. C'est pas euh, infaisable, mais ça va être très compliqué et surtout qu'on aura très peu de temps avant une orientation bac pro ou bac général et c'est là où ça va être très compliqué sur ce timing. Voilà. Donc plus on va intervenir tôt, plus les solutions sont nombreuses et efficaces et dès que vous repérez un signal faible qu'on a vu, ben vous pouvez initier les conversations. Peut-être à tort, peut-être à raison, mais en tout cas, une conversation avec son enfant n'est jamais à tort. Au moins, on dialogue avec notre enfant, il se sent compris, il se sent rassuré, il se sent cadré, il se sent bien avec vous. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Voilà. Et contacter les professionnels donc de l'école, ça va représenter une opportunité de retournement, c'est-à-dire une intervention exprès pour changer la donne. Voilà. Donc vraiment, on a une souffrance qui va se créer quand on voit des signaux faibles et ces souffrances, on veut pas que notre enfant soit en souffrance. Donc du coup, il faut le régler. Mais c'est vrai que ces difficultés, souvent on parle de difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, etc. Et on le dissocie de souffrance qui cherchent à s'exprimer, mais où on n'y arrive pas, où l'enfant n'y arrive pas. Et souvent, on ne le traite pas assez, et souvent, juste avec le dialogue, avec une empathie, avec de la patience et de la bienveillance des adultes, et notamment des parents, ça peut vite régler les choses. Voilà. Surtout ne pas forcer le retour à la norme, mais plutôt accompagner avec empathie, hein, cette reconstruction du lien avec l'apprentissage. Donc la bienveillance, l'écoute et la collaboration entre famille et école sont vraiment les piliers d'un accompagnement réussi.
ce que je dis dans toutes les vidéos. Enfin, en tout cas, c'est mon optique tout le temps. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me le dire si il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.